je lance un appel solennel à la mobilisation générale. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. D'écouter Shalom Radio sur Tata 88.0. Shalom FM, la beauté de la radio. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, affaire de l'assassinat de Chérubin Okende, on en parle encore. Cette affaire est portée devant les instances belges. Cette affirmation vient de l'avocat belge engagé par la famille du défunt. Ces derniers l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue hier mercredi 8 novembre 2023. Les procès des Salomo Idi Kalonda a été renvoyés au vendredi 10 novembre 2023. Décision prise ce mercredi par la Cour militaire. Détails à suivre dans ces journaux. Plusieurs personnes ont trouvé la mort ce jeudi 9 novembre 2023 au quartier Shindaïka dans la commune de la Roachi. La cause de cette mort subite vous sera donnée dans ce journal avec John Kassongo. Dans le cadre de défendre la patrie dans la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, 18 étudiants réservistes du Nord Kivu prendront part à la formation paramilitaire qui sera lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et puis, en Somalie, nous parlerons de 29 personnes mortes dans des inondations causées par des pluies diluviennes tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Affaire assassinat de Chérubin Okende, la famille Okende a porté plainte contre le chef de renseignement militaire, le général Christian Dayouel, à Bruxelles, au cours d'une conférence de presse animée hier mercredi 8 novembre 2023. Maître Alexis Dessoyef, l'avocat belge engagé par la famille du défunt, a expliqué la raison principale qui fait que l'affaire soit portée devant les instances belges. Il a également évoqué les indices de culpabilité à charge de messieurs Dayouel. Je vous invite à l'écouter. Donc, effectivement, dans la communication du procureur général près de la Cour de cassation, il a été dit par le procureur général que la mort avait été provoquée par une balle qui a traversé la tête et qui sortait de l'arme du garde du corps de Chérubin Okende. Il s'avère, et ça a été documenté, et la famille doit se contenter de ce qu'elle apprend par la presse, par des recoupements faits par des journalistes, par des communications. Il s'avère que cette balle a été tirée post-mortem. Et donc, Chérubin Okende ne serait pas mort de la balle tirée à bout portant, mais serait mort des faits de torture qu'il a subis après son enlèvement, avant qu'on le replace dans son véhicule qui a été découvert au petit matin du 13 juillet dernier. Et vous parlez d'indices de culpabilité. C'est quoi ces indices de culpabilité de Christian Dayouel? Alors, les indices de culpabilité sont notamment reprises dans la note de l'ANR. C'est quand même pas rien. L'Agence nationale de renseignement du Congo, dans les jours qui suivent l'assassinat, rédige une note et pointe le rôle des renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, dans l'enlèvement, les faits de violence, de torture et la mort de Chérubin Okende. Alors, c'est pas la première fois que les renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, apparaît dans des dossiers de persécution, d'enlèvement, d'arrestation d'opposants politiques, vu que c'est déjà l'ex-DEMIAP, les renseignements militaires, qui ont arrêté Salomon Kalonda sur le tarmac de l'aéroport le 30 mai dernier. Et donc, après enquête, nous découvrons que le chef
des renseignements militaires, nommé par le président de la République en octobre 2022, est un ressortissant belge qui n'a pas la nationalité congolaise, ce qui rend les tribunaux belges compétents pour enquêter sur ce crime grave. Et c'est pour ça que la famille de Chérubin Okende consulte un avocat en Belgique pour déposer cette plainte en Belgique sur base de la nationalité de l'auteur suspecté d'être soit auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de ce crime. Et toujours dans le même chapitre, parlant du procès Salomo Idi Kalonda, la Cour militaire a renvoyé les procès au vendredi 10 novembre 2023 lors d'un arrêt rendu public ce mercredi 8 novembre 2023. Cette demande a tranché la demande du ministère public qui aurait souhaité détenir une audience à l'hôpital où se trouvent les détenus. Jean-Robert Djema nous en parle. Maître Gérard Ledi, coordonnateur du collectif des avocats des Salomo Idi Kalonda, a confirmé à la presse que la date de la décision a été repoussée au vendredi 10 novembre 2023 en raison de l'absence d'un membre de la composition. L'arrêt devant dire droit de la Cour militaire dans le procès impliquant Salomo Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, ne s'est pas rendu le mercredi 8 novembre 2023. Cette décision devrait trancher sur la demande du ministère public de tenir une audience à l'hôpital où se trouvait Salomo Idi Kalonda pour ses traitements et celle des avocats du prévenu qui ont sollicité une remise à 3 mois pour permettre à leurs clients de comparaître en bonne santé. Au cours de l'audience précédente, la correspondance du médecin avait révélé que l'état de santé du conseiller spécial de Moïse Katumbi ne pouvait pas permettre qu'il soit extrait de la clinique pour une comparution devant le juge. La défense avait précisé que 19 médecins venant notamment de la clinique universitaire de Kinshasa et de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, requis par l'auditorat, ont établi réellement que l'état de santé de Salomo Idi Kalonda nécessite une bonne prise en charge. Salomo Kalonda Idi a été arrêté le 30 mai à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Depuis son arrestation, ses avocats contestent les accusations portées contre lui et remettent en question la légalité de la procédure et a conduit à sa détention. Parlons autre chose à présent. Le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, s'est exprimé aujourd'hui jeudi 9 novembre 2023 au 10e sommet de la Conférence mondiale de l'Internet à Shenzhen en Chine. Il a présenté la République démocratique du Congo comme un tremplin pour la transformation et le développement de toute l'Afrique. Jean-Robert Djimari vient. Après avoir participé à la cérémonie d'ouverture du 10e sommet de la conférence mondiale de l'Internet, mercredi 8 novembre 2023, dans la ville de Shenzhen en Chine, le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a pris la parole ce jeudi 9 novembre 2023 au Forum de coopération numérique de l'Initiative mondiale pour le développement. C'était devant plusieurs personnalités et invités venus de différents pays du monde. Dans son allocution, Augustin Kibasa Maliba a d'abord remercié les dirigeants chinois pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation congolaise et à lui-même. Il a ensuite adressé ses remerciements aux organisateurs pour l'avoir convié à cette 10e édition de la conférence mondiale de l'Internet et plus particulièrement au Forum de la coopération numérique et l'initiative de développement. Pour Augustin Kibasa Maliba, l'Internet, au travers des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, le big data, l'informatique quantique, offre des perspectives et opportunités insoupçonnables en rescousse à nos efforts de développement. Le ministre congolais de Pétantique a par ailleurs fait savoir qu'au travers des échanges, tout en mettant en avant un partenariat gagnant-gagnant consolidé par une coopération élargie, la RDC pourrait parvenir à une meilleure qualité d'accessibilité et d'utilisation de l'Internet comme levier l'économie émergente et moteur de croissance en République démocratique du Congo. Et au chapitre de la politique, processus électoral en République démocratique du Congo du 11 au 26 novembre prochain, une mission d'observation de l'Union africaine sera à Kinshasa. C'est la mission technique de la région qui livre cette information au premier vice-président de la CENI à Kinshasa. Reportage.
Après avoir participé à la cérémonie d'ouverture du 10e sommet de la conférence mondiale de l'Internet, une mission technique préélectorale de l'Union africaine à la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 8 novembre 2023, conduite par l'ambassadeur Calixte Mbari, chef de la division démocratie, élections et du constitutionnalisme au sein de l'organisation intergouvernementale d'États africains. En séance de travail avec le premier vice-président de la CENI, bienvenu Ilanga Lembo, cette délégation a jeté les bases des préparatifs de la venue prochaine de la mission d'observation préélectorale de l'Union africaine qui sera en République démocratique du Congo du 11 au 26 décembre prochain. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusives en République démocratique du Congo. Prenez part à cette rencontre le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara-Linga, le rapporteur Patricien Tseamoulela, le rapporteur adjoint Paul Moïndo Moulemeri, le questeur adjoint Sylvie Birimba Nobalume, ainsi que le directeur juridique Edi Kisile. Cette mission s'étendra jusqu'à ce jeudi 9 novembre 2023 avec les techniciens de la centrale électorale avant de reprendre langue prochainement avec le bureau de la CENI pour des recommandations. La délégation sera ensuite l'hôte de la Cour constitutionnelle avant son retour à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Et puis une délégation du ministère français des Affaires étrangères est à Kinshasa pour préparer la nouvelle résolution à proposer au Conseil des Nations Unies en décembre prochain sur les départs de la MONUSCO sur les sols congolais. Cette délégation a été reçue ce mercredi au ministère du Plan pour discuter de cette question. Reportage. Dans son rôle de rédacteur des projets, des résolutions à soumettre au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, à travers le Quai d'Orsay, effectue une mission à Kinshasa. Comme vous le savez, la France, à New York, au Conseil de sécurité, est la plume, c'est elle qui rédige le projet de résolution. Elle le fera en concertation avec les autres membres du Conseil de sécurité. Et il est clair qu'évidemment, une des questions principales, c'est comment assurer la protection des populations civiles, notamment dans cette phase particulièrement délicate. J'ai trouvé que les discussions que nous avons eues ce matin avec la ministre, comme un peu plus tôt avec Madame Bintou Keïta, étaient des discussions très positives, donc qui permettent d'avancer. La demande de la RDC d'obtenir la résolution pour le désengagement de la MONUSCO sera sur la table à New York. Pour Judith Soumi-Nwatuluka, ministre d'État, ministre du Plan, la protection des civils est un élément essentiel. Et nous devons, comme vous le savez, adopter une résolution d'ici le 20 décembre prochain. Voilà, donc il y a encore pas mal de travail à mener, mais il me semble que c'est encourageant. Les Nations Unies, comme vous le savez, sont en relation avec tous les acteurs et encouragent évidemment, c'est le rôle, il y a un représentant des Nations Unies pour les Grands Lacs, ce rôle évidemment est d'être en interaction avec tous les acteurs pour favoriser l'apaisement, le retour au calme. La patronne du plan n'a pas manqué de sensibiliser ses hôtes sur le fait qu'il serait indiqué de régler la question à la base de l'insécurité pour garantir la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC. Dans l'actualité également, les centres d'études pour l'action sociale et des partenaires de la société civile dont la coalition Transparence en République démocratique du Congo, reconnaissant des efforts du chef de l'État et son gouvernement, même si plusieurs promesses n'ont pas été réalisées. C'est le contenu du rapport sur l'évolution des engagements publics des autorités politiques en République démocratique du Congo, présenté hier mercredi 8 novembre 2023. Reportage. Ce rapport est publié dans le cadre de la matérialisation de la seconde étape du projet triennal intitulé « Redevabilité, participation et engagement citoyen responsable » qui consiste à évaluer les engagements politiques pour en connaître la réalisation et leur impact sur la vie de la population ainsi que de la nation. L'exigence des autorités publiques ou encore l'exigence de la transparence aux autorités publiques, ça c'est le premier objectif de transparence RDC, cette coalition. Et deuxièmement, il y a l'accès à l'information pour les citoyens.
Parmi les engagements cités dans ces rapports, il y a notamment l'humanisation des services des renseignements et fermeture des cachots de l'ANR et l'installation du quartier général du président de la République au Nord Kivu et pacification de tous les territoires nationaux. D'après ces rapports, ces engagements n'ont pas été réalisés par le régime. L'accélération, qui n'a pas eu une accélération de la matérialisation de la réforme judiciaire, telle que postulée tantôt, et que, conformément à la Constitution et à la loi fondamentale, d'autres juridictions n'ont pas été créées. Reconnaissons par ailleurs que les magistrats de la Cour des comptes ont fait récemment, au mois de, le mois n'est pas précisé, en 2022, et qu'un effort de redynamisation à saluer s'est matérialisé au niveau de la Cour des comptes, qui a été créée depuis 1987, mais qui manquait des juges assermentés pour pouvoir rester librement. Dans les conclusions, ces organisations de la société civile demandent au président de la République de sanctionner politiquement les collaborateurs soupçonnés dans la malversation financière. D'éviter de la surenchère politique dans ses discours et dans ses autres interventions publiques. De sanctionner politiquement et d'attraire tous ces collaborateurs soupçonnés dans la malversation financière devant la justice. La société civile est donc appelée à renforcer les mécanismes de pression sur le gouvernement et adopter la culture de transparence et redevabilité. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont réexaminé et voté plusieurs lois ce mercredi 8 novembre 2023 au cours d'une séance plénière. C'est en rapport avec le crédit et l'élevage. Reportage. En termes d'innovation, la loi sur l'élevage dont le rapport a été présenté par la commission environnement vise à légiférer le secteur de l'élevage afin de garantir la sécurité alimentaire des qualités et assurer une productivité mais aussi une compétitivité soutenue de l'élevage pour minimiser les importations et s'adapter aux conditions des marchés et aux exigences changeantes des consommateurs. Nous ne sommes pas une économie désorganisée. Nous sommes une économie formelle et dont il faut améliorer d'ailleurs la formalisation. Et dans ce cadre-là, nous avons besoin d'avoir des principes, des lois bien faites pour régenter toutes nos activités. Et l'activité de l'élevage, c'est une activité très très importante en ce qu'elle contribue non seulement à l'alimentation et à la sécurité, mais également à l'habillement et à la santé humaine. Et donc, il n'était pas normal qu'un secteur aussi vital que celui-là puisse connaître un vide juridique. Par ailleurs, le rapport de la proposition des lois sur les crédits présentés par la commission ECOFIN fixe les conditions d'agrément, d'administration, d'exercice, d'activité des contrôles et des supervisions du bureau d'information sur les crédits en RDC. Et je crois encore une fois qu'avec cette loi, ça va aussi mettre la Banque centrale devant ses responsabilités. Tous les microfinances, tous les coopératives, il y a au moins plus de 52 millions de dollars pour les 3 provinces, le Nord, le Sud Kivu et le Maniema, qui ont perdu leurs fonds dans les microfinances qui ont été agréées par la Banque centrale. Donc je crois que cette question mérite une attention particulière pour l'Assemblée nationale puisse interpeller le gouverneur de la Banque centrale et demander pourquoi les gagnes petits où les épargnants ne sont pas protégés. Après débat, les rapports des commissions environnement et ECOFIN ont été approuvés. Je l'ai annoncé au sommaire, au quartier Shindaïka dans la commune de La Rouachi, quelques personnes ont trouvé la mort suite aux galettes qu'elles auraient consommées chez une vendeuse et d'autres ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de médecins de l'ONG Salama de La Rouachi où elles ont été dépêchées. Était témoin de l'événement, John Kassongo. C'est une histoire inhabituelle ici dans la commune de La Rouachi. Une vendeuse aurait mis à la disposition de ses clients des beignets et des galettes comme d'habitude, mais qui serait la cause de la désolation dans les familles. Elle leur a acheté un seau de la farine de froment lui proposé par sa voisine, ce qui a conduit à des malaises chez des habitants du quartier, en commençant par ses enfants qui ont été vite amenés auprès du personnel soignant de l'ONG Salama de La Rouachi, alors que certains étaient déjà décédés bien avant, comme le disent ses victimes. Moi, j'ai mangé parce que j'allais à la pratique. Quand j'ai terminé à manger, je suis parti directement à la pratique. Une fois arrivé là-bas,
Mais je ne me suis pas bien senti. J'avais senti des vertiges et tout ça. On m'a dit, rentre alors à la maison. Et quand je suis rentré, je n'avais pas trouvé dehors ma mère. Elle n'était pas là. J'avais trouvé seulement mon frère. Pourquoi fille moya alikuwa kumproposer bamuze wa après parcelle yetu ile nafata bamuze so moya ya nani ya froma. Mama anamuze le so ya froma na nani ana préparé nayo ma beignet. Pourquoi bale balikuwa chakuza déjà avant benenda nabo ni ile nani. Mimi goûter ni c'était un petit morceau ya galette tu niribeba pale ne umuliza nakula tu naone kuna gutu mo mubaya j'ai laissé. Un acte condamné par cette habitante de la commune de la Rouachi qui demande l'implication des décideurs dans cette affaire. Mais tout surpris kwa prendre ki anipika bitumbula batoto banakure bitumbula kama banafuka kama banafanya jato yuko na baki baba beko bana kwa mkoma ye mwenye mkasho yuko paka mkoma na ye hapa tuko nasema na mwe tuko naomba leta tuangalie kwa hii mambo pare ula rumusha froma ni voisine wake anakimbia. L'ONG Salam Rouachi n'a pas pour mission que d'assurer l'accouchement gratuit des femmes, mais aussi et surtout sauver des vies humaines, a dit le docteur Mac Nkonji. Nous avons reçu l'enfant Armel ici à l'ONG Salam Rouachi. Avec comme plainte, l'enfant avait l'asthénie physique, de fatigue intense, des palpitations. En dehors de ça, l'enfant vomissait aussi. Nous avons quand même intervenu par rapport au cas, parce que l'enfant ne marchait pas, l'enfant ne parlait même pas. Et l'enfant n'était même pas à mesure de faire aucun mouvement. Mais quand nous l'avons reçu, nous avons essayé quand même d'intervenir ici à l'ONG Salam. Et là, nous voyons que le temps commence à s'améliorer petit à petit. Il faut signaler que les corps des personnes mortes suite à la consommation de la pâte toxique sont gardés à la morgue à Kika en attendant la diligence d'une enquête. Et pendant ce temps, la présumée auteure de l'incident est introuvable. Et puis, c'est communiqué officiel de l'Assemblée provinciale qui vient de nous parvenir. Il est porté à la connaissance de tous les honorables députés provinciaux du Haut-Katanga de la tenue d'une séance plénière au bâtiment du 31 siège de l'Assemblée provinciale. C'est vendredi 10 novembre 2023 à 10h, heure précise. Les points inscrits à l'ordre du jour étant d'une grande importance. La présence de tous les honorables députés est très attendue. Notez bien le respect des leurs et des rigueurs fait à Lubumbashi le 8 novembre 2023, honorable Loupata Modimbi, rapporteur. Et au Nord Kivu, 18 étudiants réservistes ont quitté la ville de Goma au Nord Kivu pour celle de Kisangani dans la Chopo ce mercredi 8 novembre 2023 pour participer à la formation paramilitaire qui sera lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui. C'est une réponse de ces étudiants à l'appel du chef de l'État dans les cadres de défendre la patrie dans la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est au moins un total de 50 étudiants venus de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma qui sont attendus dans la ville de Kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire qui sera lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Butondo. C'est mercredi 8 novembre 2023, un premier lot composé de 18 apprenants a pris le vol de Goma pour Kisangani. Un mois durant, les étudiants congolais, dont ceux des provinces du Nord Kivu et de la Chopo, ainsi que du Congo central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression. Si les uns reviendront pour poursuivre leurs études, d'autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la RDC qui combattent pour le retour de la paix. À en croire Stéphane Kakoulemati, encadreur de ces jeunes, ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Butondo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subissent la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lesquelles, orchestrées par les Rwandais sous le label du M23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation et après ils vont revenir continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça, c'est un message fort que nous lançons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République, qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. De leur côté, les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays.
Pour eux, la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays. Nous n'avons pas de doute quant à ces car ils seront dans de bonnes mains. Ils seront entre les mains des militaires bien formés. Et ce sont ces militaires qui vont leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certains que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. Et toujours dans cette province, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de Kisangani a interdit tout rassemblement de plus de 5 personnes et les ports des armes blanches sur l'ensemble de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Suivez. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province de la Chopo a, dans un communiqué publié mercredi 8 novembre 2023, interdit tout attroupement de plus de 5 personnes et les ports des armes blanches sur l'ensemble de la ville de Kisangani, chef-lieu de cette province. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de Kisangani, Kabea François, a pris cette décision à la suite des récentes escalades entre la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre dernier entre les membres de la communauté Bolé et les l'Angola ayant occasionné des morts et des blessés parmi les belligérants. Le numéro 1 de la police dans la ville de Kisangani indique que toutes les mesures sont prises pour sécuriser la population et lui demande de collaborer avec les services de sécurité et défense en cas de présence de toute personne susceptible de troubler l'ordre dans cette partie du pays. Il appelle par ailleurs la population à vaquer librement à ses occupations en insistant que tout contrevenant à la mesure prise pour le rétablissement de l'ordre public subira la rigueur de la loi. À noter que des violents affrontements en début de semaine entre les communautés Molé et Lengola dans la commune de Lubunga, ville de Kisangani. D'après les derniers bilans établis par le gouvernement provincial, 6 personnes ont trouvé la mort et plusieurs blessés. Et en culture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé hier mercredi 8 novembre 2023 sur la place du quartier Matongé à Kinshasa les monuments de l'artiste musicien congolais Papa Wemba, décédé depuis le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est en présence de plusieurs personnalités, notamment la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Foura. Je vous prie de suivre ces commentaires de John Kassongo. Décédé depuis le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à des suites des malaises sur scène au cours d'une cérémonie organisée, l'artiste et musicien congolais Papa Wemba. C'est ce mercredi 8 novembre 2023 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé sur une place publique du quartier Matongé à Kinshasa le monument de l'artiste et musicien Papa Wemba, en présence de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Foura. Celle-ci a rappelé que Papa Wemba a réussi à vendre l'identité des Congolais partout où il chantait dans 4 langues nationales et il a aussi intégré la langue de sa maman qui était là. Dans les 11 arts, Papa Wemba était présent. Il était parmi les rares artistes qui avaient été désignés par Barli Barouti en 1987. Il était dans le cinéma parce qu'il a joué La vie est belle et Les habits neufs du gouverneur, a-t-elle ajouté. Il a poursuivi que Papa Wemba était un grand mannequin, expliquant qu'il a présenté la mode congolaise, la mode africaine et la mode du monde. Né en 1949 dans la région du Kasaï, l'artiste Papa Wemba, de son vrai nom Shungu Wemba Diobene Kikumba, était une icône, un symbole du Congo musical. Très jeune, il a quitté sa campagne pour vivre à la ville, s'intégrer au monde moderne. En 1969, il a fondé avec ses amis le groupe Zaiko Langa Langa, s'inspirant des nombreux courants, notamment musique afro-cubaine, rock, rhythm and blues. En 2014, il est revenu avec Maître d'école, un album de rumba qui a prouvé que cette musique n'a pas pris une ride depuis son apogée dans les années 1950. Rappelons que Papa Wemba a été victime des malaises lors d'un concert donné à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre du FEMIA 2016, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette première partie de ce journal. Place à présent à la deuxième partie.
Depuis 2 décennies maintenant, le football en République démocratique du Congo est lié à la politique. Les cas récemment dans la ville de Lubumbashi où on a assisté à des manifestations sportives et politiques en même temps. Quels sont les garde-fous pour que ces phénomènes cessent en milieu sportif? Fanfan Bitangila y répond à cette question dans ce duplex réalisé par Trésor Kazadi. Je pense que depuis les années 80, il y avait à la tête de certains grands clubs du Zaïre à l'époque des politiciens. Donc ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On a vu des gens comme le Moulongo Misha Kabangé, qui était un commissaire d'État et également commissaire du peuple, qui était à la tête des clubs. On a vu les Moutamba, on a vu les Nozi Mwamba. Donc ils sont nombreux. Ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Donc pour moi, je l'insurge en faux. C'est peut-être aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui en font un tout petit peu trop de bruit. On a connu des Kayala, on a connu... ils sont franchement nombreux à être là. On a connu Kassanji, Moïse Katumbi Chapwe qui jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas maintenant que Moïse a commencé en tant que président des Mazembe. Il était un simple citoyen, il s'est retrouvé en politique. Ils sont nombreux à être dans cette situation. Donc moi, je pense que politiser, c'est autre chose, parce que qu'on le veuille ou pas, le sport reste toujours politisé, mais il faudrait savoir dans quel sens est-ce qu'on parle de la politisation. Aujourd'hui, la Coupe du Monde a été organisée par les Arabes. C'est une manière de vendre une image positive de leur politique. Il y a également les Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris, mais la politique s'ingère. Il y a des clubs comme l'Olympique de Marseille qui était tenu par un certain Bernard Tapie, c'est un politicien. Il y a l'équipe des Milan AC qui, à un moment donné, était dirigée par Silvio Berlusconi. Nous ne sommes pas au Congo, donc c'est en Italie. Moi, je pense que parler des politiques et sport, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps, mais peut-être que cette connotation politique ne vienne pas diviser les gens. Parce que moi, je ne vois en aucun mal si Destine Kazadi, si, je ne sais pas, Tango Fort, si encore Moïse Katumbi ou Kiaboula mettaient leur savoir ou leurs moyens au service de l'équipe. Mais là où ça sonne mal, c'est que à un moment donné, si on commence à chercher à ce que les fanatiques ou encore l'équipe soient considérés comme un parti politique, ça devient un tout petit peu dangereux. On a vu en 2011 les 100% et autres faire le tour du Congo pour soutenir un candidat. Hier ou avant-hier, j'ai vu également une vidéo où les fanatiques de Lupopo étaient en train de scander des chants en faveur d'un candidat. Je n'aimerais pas citer le nom parce que ça serait faire de la campagne. Donc, si c'est dans ces sens-là qu'on doit utiliser le sport, je pense que c'est une mauvaise chose. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette deuxième partie. Place à présent à la troisième et dernière partie de ce journal. Au moins 29 personnes ont été tuées, plus de 300 000 déplacés en Somalie dans des inondations causées par des pluies diluviennes qui frappent l'Afrique de l'Est. On en parle ici avec France 24. Une capitale cernée par les eaux. Dans ce camp de fortune de Mogadiscio, impossible de garder les pieds au sec, du jamais vu pour ces déplacés. Il pleut depuis 5 jours sans interruption. 2 femmes âgées sont mortes noyées sous les pluies. Nos abris de fortune ont été emportés. Les enfants ont disparu. Nous ne savons pas s'ils sont morts ou vivants. Nous demandons aux agences de nous aider de toute urgence. C'est un désastre. Au total, plus de 800 000 personnes sont frappées par la catastrophe dans le pays. Plus de 300 000 ont été déplacées. Partout, l'état d'urgence a été déclaré. Les autorités sont lancées dans une course contre la montre dans le sud-ouest du pays pour évacuer plus de 2500 habitants encerclés par les eaux. Des pluies qui frappent la Somalie 1 an après la pire sécheresse que le pays a connue en 40 ans. Il y a une sacrée ironie à constater que des personnes fuient parce qu'elles manquent d'eau, puis de voir ces mêmes personnes fuir parce qu'elles ont trop d'eau. Il s'agit donc d'un véritable problème dichotomique et le rapport du GIEC indique clairement que ce cycle d'inondation et de sécheresse va se poursuivre. En cause notamment le phénomène climatique El Niño qui réchauffe l'océan Pacifique et génère des pluies torrentielles dans la corne de l'Afrique, avec des conséquences jusqu'en Éthiopie et au Kenya, où des dizaines de personnes ont perdu la vie.
Selon l'ONU, El Niño devrait se prolonger jusqu'en avril 2024. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. C'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Au revoir et bonne soirée chez vous. D'écouter Shalom Radio sur Tata 88.0. Shalom FM, la beauté de la radio.